Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette capsule, comme promis, je la mets en ligne, mais elle sera un résumé. Sinon, elle va durer trop longtemps si je remets tout le cours que nous avons eu avec un groupe d'avancées en français. Dans une première partie, nous allons parler de la couverture sociale qui existe en France et à Madagascar pour les salariés, pour tous salariés, quel que soit le domaine. Et dans un deuxième temps, nous avons fait un travail plus de droit administratif, où nous avons travaillé sur la gestion des collectivités territoriales décentralisées, ce qui va nous permettre de parler de la communauté urbaine d'Antananarivo. Alors, nous avons beaucoup entendu dans l'actualité parler de la Caisse nationale de prévoyance sociale, c'est-à-dire la CNAPS à Madagascar. L'équivalent en France, c'est bien sûr la sécurité sociale avec à côté la caisse d'allocation familiale. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, d'abord en France, lorsqu'on parle de protection sociale, c'est une couverture de base dont dispose tout citoyen en France. Un étudiant malgache, par exemple, qui arrive en France, il a la sécurité sociale de base, c'est-à-dire qu'il a une couverture maladie, maternité, invalidité, décès. Et avec sa mutuelle, voilà, il va venir compléter cette couverture sociale de base, c'est-à-dire que si jamais il a un arrêt maladie, par exemple, ce sera la mutuelle qui va compléter les indemnités journalières, voilà, en cas d'arrêt. Donc, en France, la protection sociale, c'est la sécurité sociale qui est subdivisée en trois grands différents régimes, en plus, il y a ce qui concerne la gestion des pensions de retraite, nous allons le voir. Ces trois différents régimes concernent votre profession. C'est-à-dire que le régime général concerne tous les salariés, les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs, les industriels, les étudiants. Et un autre régime est celui du régime agricole, c'est-à-dire les exploitants et les salariés agricoles. Alors attention, ce service dépend du ministère de l'Agriculture. Le troisième régime est ce qu'on appelle les régimes spéciaux, c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas du régime général. Donc dedans, il y a les fonctionnaires qui dépendent de la SNCF, par exemple, les salariés d'EDF, par exemple. Vous avez également les professions libérales, c'est-à-dire les avocats, les architectes, les chirurgiens dentistes. Voilà, ce sont des exemples, d'accord? Ils ne rentrent pas dans le régime général. Alors je pense que ceux qui m'écoutent et qui ont été avec moi reconnaissent voilà tout ce qu'on a pu trouver dans nos recherches. Alors ensuite, vous avez la gestion de l'assurance vieillesse, d'accord? Pour les professions libérales, par exemple, vous avez la Caisse nationale vieillesse pour les professions libérales. Et vous avez la Caisse nationale interprofessionnelle pour les professions libérales. Il y a beaucoup de subdivisions. Bon, l'essentiel, c'est de retenir ces trois grands volets, régime général, régime agricole et les régimes spéciaux. Et bien sûr, la gestion des retraites. Maintenant, Madagascar, qu'est-ce qui se passe? Et bien, Madagascar, vous avez la CNAPS qui, elle, gère la même chose. Les prestations familiales en plus, qui en France sont gérées par la CAF, donc c'est différent de la sécurité sociale. La CNAPS gère les accidents du travail ou les maladies professionnelles, c'est pour ça que vous cotisez. Donc c'est toujours ce même principe, hein, indemnité salariale pendant que vous êtes arrêté, si vous êtes arrêté pour maladie, et complémentarité de ces indemnités si vous avez cotisé à une complémentaire santé. D'accord? Et vous avez un autre volet, alors les prestations de retraite bien sûr, à la CNAPS, et un autre volet qui s'appelle action sanitaire et sensibilisation sociale. Donc là c'est tout ce qui est formation
par exemple à la sécurité du travail, ou je suppose à l'éducation des femmes pour ce qui est la prévention des maternités. D'accord? Voilà. Alors, que dire d'autre? Si ce n'est que tout entrepreneur est tenu donc de cotiser auprès donc de cette sécurité sociale, en France du moins, pour ses salariés, hein, salariés de base jusqu'aux salariés cadres, je ne sais pas si c'est la bonne feuille, pour pouvoir, en cas d'arrêt maladie, bien sûr, indemniser le salarié qui serait arrêté. Alors, les 30 premiers jours de l'arrêt du travail, le salarié touche 95% de son salaire. Et après, c'est dégressif. Voilà, c'est pour ça qu'on conseille souvent de prendre une complémentaire. D'accord? Bon, c'est pareil aussi à Madagascar, ça fonctionne pareil. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est également pour la suite du dossier que nous avons vu, c'est-à-dire pour comprendre le financement, c'est que la sécurité sociale est un service public décentralisé. La CNAPS, c'est pareil. D'accord? En France, la sécurité sociale, elle est régie par des conventions collectives. Parce que le personnel de la sécurité sociale est un personnel qui relève du droit privé. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fonctionnaires, comme par exemple les enseignants. D'accord? Et ces statuts, avec ces conventions collectives, sont mis en place par une concertation entre les organismes, on ne va pas dire les organismes, mais entre le patronat, les syndicats, et également, je n'ai pas sous les yeux qui c'est qui manque aussi, les syndicats, le patronat et les partenaires sociaux. Voilà, ce sont ces trois entités, on va dire, qui doivent se concerter pour pouvoir mettre en place les conventions qui relèvent, voilà, de ces salariés de la sécurité sociale. Alors, est-ce que c'est pareil pour les salariés de la CNAPS? Eh bien, je vous attends en commentaire pour les réponses. Voilà. Le DG c'est-à-dire le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie en France, gère donc une administration publique décentralisée. Toutefois, elle dépend du ministère des Affaires sociales et de la Santé et du ministère de l'économie et des finances. Alors ça, on verra pourquoi dans le deuxième volet. À Madagascar, le DG, le directeur général de la CNAPS, est aussi, pareil, autonome. Il gère son personnel, il gère sa gestion financière. Toutefois, il n'est pas sous la même tutelle qu'en France. Il est sous la tutelle du ministère chargé du travail et des lois sociales. Voilà, ça c'était une différence importante à signaler. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est plus intéressante et qui va nous coller à l'actualité, et notamment avec les collectivités territoriales. Maintenant qu'on sait ce qu'est la CNAPS, à quoi elle sert, alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, la polémique actuelle, une des polémiques est que la CNAPS s'est retrouvée en tant que partenaire bailleur de fonds, on va dire, avec notamment la Caisse d'épargne, Niavana et la BFM, c'est-à-dire la Banque Fouille-BN Madagascar, au niveau de la communauté urbaine d'Antananarivo. Voilà. Notamment dans le cadre d'un projet bien précis. En 2004, c'était celui d'un fonds de relance pour les petites et moyennes entreprises, pour les PME. Alors, pourquoi cela? Alors, on va se situer avant tout du côté de la CNAPS, à savoir que ces cotisations, c'est de l'argent en fait dormant, on va dire,
Et le souci, on va dire, des dirigeants de l'époque, c'était de faire en sorte que cet argent est possible, comment dire ça, cet argent se fructifie de manière à générer de l'argent. Voilà. Et ça se fait sous forme de placement ou d'investissement. D'accord? Ce ne sont pas des crédits commerciaux. D'accord? C'est clair là? Voilà. Alors, je vais revenir du côté français pour que ce soit plus clair. En France, les collectivités territoriales sont tenues à 2 règles précises. D'une part, il y a obligation de déposer les fonds auprès du Trésor public, c'est-à-dire de la Direction générale des finances publiques. Donc vous comprenez pourquoi la sécurité sociale, notamment, je disais, dépend du ministère de l'économie et des finances, puisque les fonds doivent être déposés auprès de l'État. Alors pourquoi ça? Eh bien pour un souci en fait de traçabilité d'une part et d'unification, c'est-à-dire que les 36 000 communes sont traitées de la même manière. D'accord? Voilà. La deuxième règle, c'est que les collectivités territoriales ne peuvent se rémunérer. C'est-à-dire que même si elles font un placement, comme on l'a vu à Madagascar, là, ou des investissements, on va dire que la résultante de ces placements ou de ces investissements doivent se retrouver sur les comptes du Trésor. Voilà, ça ne va pas sur des comptes privés, ça ne va pas sur des comptes commerciaux. D'accord? Voilà. Ça, c'est le droit administratif français. Alors, à Madagascar, hein, je vous avais dit, il y a une nuance, c'est que ces organismes, on va dire, publics, ne dépendent pas du même ministère. Hein. Ça, on l'a vu en début. Hein. Regardez à nouveau la capsule pour retrouver où est-ce que je l'ai dit. Et de ce fait, les dirigeants ont pu se baser sur des lois. Notamment, il y avait une loi qui a été votée sous M. Eridjanarmakian, j'espère que je l'ai bien dit, qui date du 27 septembre 2014, c'est la loi 2014-020, et notamment l'article 30. Alors, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle concerne les ressources des collectivités territoriales décentralisées et le maire, dans cette loi, en fait, qui a été adoptée par les députés et par les sénateurs, ce qui nous a un peu interpellé, c'est qu'on parle de chef de l'exécutif, mais il ne s'agit pas du président de la République. Hein. Attention, il s'agit du maire, qui est appelé chef de l'exécutif. Et on a retrouvé dans l'article 27, pourquoi? Parce qu'en fait, on dit bien, le chef de l'exécutif définit les priorités à proposer au Conseil en vue de l'inscription à l'ordre du jour. Hein, donc, il s'agit bien du maire. Bon, on parle de chef de l'exécutif. Alors, cette loi, on va retrouver, voilà. Le maire de la communauté urbaine d'Antananarivo, donc M. Naena Desouen, se fonde sur cet article 30 qui dit que le chef de l'exécutif, donc municipal, peut, sur autorisation du Conseil, être chargé de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et passer à cet effet les actes nécessaires. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, étant donné le statut de la communauté urbaine, hein, je vous avais dit, c'est un service public, et en tant que communauté urbaine, on ne peut pas faire de crédits commerciaux. Voilà. Donc, il était tout à fait intéressant pour le maire à cette époque de faire un emprunt local. Je vous rappelle quand même le contexte. Si c'était plus récent,
concernant les affaires qui ont été faites les 2 dernières années, vous aviez quand même le Covid qui a ralenti complètement l'économie, zéro entrée, l'économie était à plat, le tourisme représente 7% du PIB malgache, il n'y avait pas d'entrée d'argent. Et avoir recours aux emprunts de la Banque mondiale, je veux dire, c'est bien beau, mais ça vient alourdir aussi la dette. Faire attention, ça vient alourdir la dette du pays, d'accord? Et en cas d'extrême urgence, voilà, c'était un moyen d'utiliser ces 3 bailleurs de fonds, de pouvoir bénéficier d'un emprunt local et d'avoir de la liquidité rapidement, voilà. Et je rappelle qu'en tant que organisme administratif, le recours aux banques commerciales est impossible. En tant qu'emprunteur individuel, vous pouvez dire j'hypothèque ma maison, vous me prêtez 50 000 euros, d'accord? En tant que dirigeant d'une communauté urbaine, vous ne pouvez pas hypothéquer de biens publics. Donc quand on entend mais pourquoi ils ne sont pas allés à la banque faire des crédits, etc., cuit les petits oiseaux, c'est impossible, d'accord? Voilà, on ne peut pas hypothéquer des biens publics, vous ne pouvez pas hypothéquer un hôpital, vous ne pouvez pas hypothéquer un gymnase, parce que, voilà, c'est comme ça, c'est le statut du fait que ce soit des organismes publics. D'accord? Voilà, donc ça c'était la première loi sur laquelle s'est basé donc, le maire d'Antananarivo. Il y a la deuxième loi, qui est l'article 3 de la loi bancaire, cette fois, de 2000, qui est la loi 2020-011. Alors, la date, je vais la retrouver. Si je l'ai noté, la loi, oui, elle date du 2 juillet 2020. Voilà. Et je vous rappelle que cette loi bancaire, en fait, elle rentre dans un contexte international de lutte contre le blanchiment d'argent, le souci de transparence, voilà. Toutefois, dans cette loi, il est précisé justement que le Trésor public ne rentre pas dans ce dispositif, ainsi que justement l'article 4 qui précise que alinéa 4, les organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à conditions préférentielles à leurs ressortissants. Il se trouve que la communauté urbaine est un organisme sans but lucratif. D'accord? Donc voilà. Comment est-ce que par les lois qui ont été adoptées, il a été possible, voilà, rapidement, étant donné donc le contexte économique, de pouvoir bénéficier de fonds et sans alourdir, ça c'est un argument important, sans alourdir la dette du pays, puisque ce ne sont pas des emprunts qui viennent voilà, de l'extérieur. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, bien retenir que pour du côté de la CNAPS, il ne s'agit pas de crédits commerciaux. Lorsque la CNAPS se retrouve partenaire avec la Caisse d'épargne, avec Niaoun, avec la BFM, c'est-à-dire la Banque Fulbene Madagascar, elle fait des placements et des investissements, mais on retrouvera de toute façon, il y a comment dire ça, les mouvements financiers, puisque le but c'est de faire en sorte que l'argent ne reste pas dormir sur les comptes de la CNAPS. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que ça a été clair par rapport à ça. Si vous avez des questions, ben bien sûr, vous pouvez toujours me poser des questions. Je regarde rapidement si j'ai pas oublié. Non, apparemment, je sais pas, je suis passée partout. Voilà. Donc, retenez bien ces deux lois. Hein. Une loi qui a été votée par les députés et les sénateurs sous Indiana Marpian. Donc, c'était en 2014, le 27/9/2014. Et l'autre, la loi bancaire,
c'est une loi 2020-011, notamment l'article 3, alinéa 4, qui permet aux organismes qui n'ont pas de but lucratif de pouvoir, dans le cadre, bien sûr, de missions de service public, de pouvoir accorder sur leurs ressources propres des prêts à conditions préférentielles. Voilà, ça ne se fait pas comme ça, on ne va pas à la banque comme ça, il y a bien un droit administratif, et il y a bien un droit privé, ce n'est pas la même chose. Voilà ce qu'on a vu, vous voyez c'était long, déjà là j'ai pris beaucoup de temps, donc vous imaginez dans le cadre d'un cours, dans le cadre d'un échange, c'est encore plus long. J'espère avoir été claire, c'est un sujet qui n'est pas facile, mais reprenez calmement et vous allez voir, bien comprendre en fait les subtilités du droit administratif et du droit privé, ce n'est pas la même chose. Portez-vous bien, prochain sujet bientôt.